Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ici en direct depuis le salon d'orientation de recrutement Your Future pour cette session de conférence qui continue et pour parler des métiers. Bonjour à toutes celles et tous ceux qui sont présents dans la salle, à celles et ceux qui nous regardent sur les réseaux sociaux en direct ou en replay. Et bonjour à vous Naël Fawala, Bonjour. directeur du campus Lyon. Alors je sais jamais bien prononcer les écoles avec des sigles. Alors nous, on va dire EMI. EMI, très bien. C'est comme ami mais avec un E. EMI, est-ce que le sigle a une signification particulière? Oui, ça veut dire École européenne des métiers de l'Internet, mais comme vous voyez, c'est un peu long, donc EMI, ça ira plus vite. Et ben voilà. EMI, c'est plus simple. C'est une école donc qui vous forme au métier du digital. Juste avant, je vous ai fait du teasing. Je vous ai parlé de 100 000. 100 000, c'est le nombre d'emplois qu'on estime qui va manquer d'ici 2025 dans le secteur du numérique, de l'informatique. On recrute beaucoup et on recrute tout type de profil. On a besoin évidemment de beaucoup de femmes puisqu'il faut féminiser ces métiers. On y reviendra dans quelques instants. Mais on a besoin de plein de talents dans ces métiers du numérique. L'avantage, vous le savez, qui dit qu'il y a beaucoup de demandes et pas assez d'offres, pas assez de gens, c'est que les salaires, ils sont souvent très confortables. Alors, ça fait pas tout, mais commencer comme ça en se disant, c'est un métier où il y a quasi le plein emploi dans ces métiers du numérique. On n'est pas sur des taux de chômage de 20% comme on peut connaître chez les jeunes de manière générale. Donc, peu de chômage, des bons salaires, c'est déjà un combo gagnant. Et puis en plus, si on fait des choses qui nous intéressent, c'est encore mieux. Naël, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots l'EMI, nous raconter peut-être son histoire, l'implantation lyonnaise, est-ce qu'elle est récente, est-ce que c'est une école au contraire qui a une longue implantation? Parlez-nous un petit peu d'EMI. Ça marche tout à fait. Donc l'EMI, c'est une école qui a une histoire parisienne à l'origine. Depuis 2011, donc ça fait 12 ans à Paris. Elle a été créée, alors je vais donner des noms, je pense que vous les connaissez un petit peu tous. Si je dis Xavier Niel, est-ce que ça parle à tout le monde? Oui, ok, c'est quelqu'un qui a fondé Free, mais il n'était pas tout seul. Il avait deux autres entrepreneurs en fait qui ont décidé avec lui de créer cette école un petit peu nouvelle à Paris en 2011. Jacques-Antoine Granjon qui a fondé VP, alors qui s'appelait Vente Privée avant, pour ceux à qui ça parle un petit peu plus, et Marc Simoncini qui a fondé Mythique. Qui est dans l'émission Chercher mon associé, qui va être mon associé. Voilà, exactement. Moi, je connais que les émissions télé, c'est pour ça. Ok. Très bonne ref. Donc ils ont décidé en 2011 de positionner une nouvelle école. Et là, depuis fin 2022, l'EMI commence à se développer en région. À Lyon depuis cette rentrée et à Orléans aussi depuis cette rentrée. Donc on est maintenant 3 campus. Ça représente environ 450 étudiants au total sur les 3 implantations, dont 300 alternants, ce qui montre aussi la dynamique qui est liée à l'alternance. On en parlera peut-être un petit peu plus loin. Alors justement, peut-être quand on entend le mot digital, qu'est-ce qu'il y a derrière? On parle de ces métiers du numérique. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce que c'est des gens, qui passent leur journée sur l'ordi à faire des lignes de code et c'est ça le métier du digital? Si seulement. Non, justement. Alors déjà, il y a toujours une espèce de débat entre digital, numérique. Le digital, c'est avec les doigts. Numérique, ça fait référence au nombre. Donc on est vraiment dans une dynamique aujourd'hui où en effet l'ordinateur, l'informatique, les nouvelles technologies ont un impact assez considérable dans nos vies et dans la transformation des métiers, de manière très très claire. Et donc, ça va être quoi les différentes, je suis derrière pour ceux qui se demandent, les différentes professions qu'on peut faire quand on travaille dans le digital? Alors, je vais partir des domaines d'expertise qui sont ceux de l'EMI. Ça permettra de ramener aussi le sujet sur ce terrain-là. Nous, on a un premier domaine d'expertise qui concerne tout ce qui est le développement. Développement de sites web, développement d'applications. C'est tout simplement le fait de les fabriquer, de les concevoir et de faire en sorte qu'elles arrivent sur vos smartphones ou sur vos navigateurs Internet. On a un deuxième domaine d'expertise qui est lié à tout ce qu'on va appeler le marketing digital. Le marketing digital, en fait, c'est une évolution du marketing. Vous avez tous vu des affiches, des supports publicitaires, ce genre de choses. L'idée, c'est d'utiliser ces mêmes outils sur Internet pour permettre à une marque ou à une autre de vendre ses produits ou de vendre ses services. Et le troisième domaine sur lequel on travaille, c'est ce qu'on appelle le design interactif. Ça va être une évolution du graphisme, du dessin, et de permettre justement aujourd'hui de pouvoir numériser ces images, de pouvoir les mettre à la disposition du plus grand nombre. C'est un bon raccourci, mais en tout cas, ça présente ces cœurs de métier-là. Quand on est lycéen, quand on est en terminale, on n'a pas forcément eu d'initiation. Alors, il y a certains enseignements de spécialité un peu dans le numérique, mais est-ce qu'on peut être complètement débutant, ne jamais en avoir fait, et quand même s'inscrire dans une école du digital? Alors oui, tout à fait. Les écoles du digital, elles sont plus couvertes aux débutants, parce que justement, c'est des écoles où on n'a pas forcément besoin de prérequis. Parce que c'est des écoles où vous allez apprendre par la pratique, et donc peu importe le bagage que vous avez, le bagage que vous apportez, l'idée, c'est qu'on va tous
vous mettre sur un même pied d'égalité en vous faisant pratiquer, en vous faisant développer des compétences très techniques. On est vraiment une école technique, une école où on apprend à faire. Et donc non, il n'y a pas forcément besoin d'avoir déjà fait de l'informatique. Par contre, évidemment, il faut que ça vous intéresse. Le prérequis, il est plutôt sur l'appétence et sur l'intérêt pour les métiers du numérique, plus que sur des choses que vous savez déjà faire. Et c'est vraiment accessible à tous. Et je vais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est accessible à toutes. On a un vrai sujet, on parlait de mixité dans les métiers du numérique. Il n'y a rien qui s'oppose aujourd'hui à ce que vous, mesdames, vous fassiez une carrière dans les métiers du numérique. D'un point de vue très concret, est-ce que c'est aussi le numérique un endroit, un univers très mathématique, très scientifique? Est-ce qu'il faut être bon en maths, en clair, pour se lancer dans des études du numérique? Alors non, il n'est pas obligé d'être bon en maths. Par contre, il faut avoir un bon esprit de logique. Et c'est plutôt la logique qui va prendre le dessus par rapport au fait d'être bon en maths. C'est-à-dire si vous êtes capable d'organiser vos pensées dans votre tête, si vous êtes capable d'organiser votre travail, vous allez être capable de pouvoir travailler dans les métiers du numérique. Vous n'avez pas besoin d'être bon en mathématiques. Quelles sont les différentes formations que vous proposez en première année? Est-ce que c'est un bachelor, un BTS? Est-ce que c'est commun? Est-ce qu'il y a des différentes filières? Comment ça fonctionne un petit peu? Alors nous, on propose un bachelor qui amène un diplôme qui nous appartient, qui est reconnu par l'État. Un bachelor avec un titre de chef de projet digitaux. Et lorsqu'on a construit cette formation, notre souhait, c'était de se dire qu'on récupère des jeunes qui ne savent pas forcément ce qu'ils ont envie de faire. Donc, ils ne vont pas se spécialiser dès la première année. Les 2 premières années de notre bachelor chef de projet digitaux, vous allez explorer les 3 domaines de compétences que j'ai cités tout à l'heure, le développement, le marketing digital et le design interactif. En première année, sous forme de découverte, d'immersion, et ça répond à la question que vous posiez tout à l'heure sur est-ce qu'il faut déjà avoir une première expérience? La réponse, c'est non. Deuxième année, vous allez approfondir ce que vous avez vu dans les différents domaines pour vous permettre de faire le choix le plus éclairé possible pour votre 3e année du bachelor, où là, vous allez vous spécialiser dans un des 3 domaines. Et d'un point de vue professionnalisation, est-ce qu'on a des stages? Vous parlez de l'alternance. Est-ce que c'est possible dès la première année? Comment un peu le monde professionnel est inclus dans la formation? Alors, est-ce qu'on a des stages? Est-ce qu'on a l'alternance? On a les deux. On propose ce qu'on appelle la formation initiale, c'est-à-dire que vous entamez une série de semaines de cours et vous terminez par un stage de 2 mois en bachelor 1, de 4 mois en bachelor 2 et de 6 mois en bachelor 3. Où vous pouvez le faire en alternance, et ce, dès la première année. Et ça, c'est quelque chose qui est assez inédit dans une école du digital. Habituellement, en première année, on a rarement de l'alternance. Mais nous, on le propose dès la première année parce que notre objectif, c'est que vous rentrez en tant qu'étudiant et que vous sortiez en tant que futur professionnel du numérique. On va parler aussi des cours. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Ça ressemble à quoi une journée type? Et notamment sur la pédagogie, parce que c'est vrai, et les profs au lycée font un travail formidable, mais au lycée, on a le cours, on a des exercices, on a le contrôle, on a le cours des exercices, voilà. Comment ça fonctionne dans une école comme EMI? Est-ce que c'est aussi cours, exercice, contrôle, ou est-ce qu'il y a une pédagogie qui est un peu différente, et qu'est-ce qu'on étudie? Alors nous, on travaille, on va parler de pédagogie par l'action. On a un haut niveau d'exigence en termes d'investissement de la part de nos étudiants. Parce que face à vous, vous allez avoir, ça va vous changer du lycée, mais vous allez avoir des intervenants qui sont des professionnels, c'est-à-dire des gens qui sont en activité, avec un niveau d'expérience assez élevé dans leur domaine, et qui viennent dédier une partie de leur temps pour vous former. Donc eux, ils vont vous apprendre ce qui se passe dans leurs entreprises, ils vont vous apprendre, vous serez vraiment dans des cas réels, vous serez vraiment dans la réalité, dans le quotidien de ce que peut vivre une entreprise. Donc vous allez avoir une base théorique qui va vous donner ce dont vous avez besoin pour pouvoir travailler. Et ensuite, après, le reste du temps, les 3/4 du temps, vous allez passer en situation réelle pour pratiquer les différentes notions que vous aurez pu voir. Ça peut être des langages de développement, ça peut être de la stratégie sur les réseaux sociaux. Et tout ça avec une visée de se dire que à la fin du programme, vous sortez, vous allez travailler. C'est quoi, par exemple, les projets qu'on peut mener? Vous avez des exemples de projets concrets? Est-ce qu'on travaille avec des entreprises, par exemple? Je vais vous donner un exemple. Nous, nos 3e années de bachelor, ils travaillent à aider à implanter un studio de fitness qui s'implante sur Lyon. Et ce studio de fitness, ils ont commencé il y a quelques mois. Ils ont besoin d'un site web, parce qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui les connaît. Ils ont besoin d'une stratégie de communication, parce qu'il faut faire savoir qu'ils existent. Et donc, nos étudiants, chacun dans leur domaine de spécialité, souvenez-vous de ce que j'ai dit sur les domaines de spécialisation tout à l'heure, chacun dans leur spécialité va travailler un de ces axes-là. Et j'allais dire, on ne peut pas faire plus réel comme cas, puisque là, pour le coup, ils travaillent pour une entreprise qui existe réellement.
Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne. Est-ce qu'il y a des questions déjà dans la salle sur ces thématiques du digital? N'hésitez pas, je suis derrière. Donc si vous levez la main, je vous vois. Des petites questions qui viennent, ça va venir au fur et à mesure. Vous disiez nouvelle implantation à Lyon. Où est-ce que vous êtes? À quoi ils ressemblent vos locaux? Quand on connaît VP, quand on connaît sans doute Xavier Niel, ils ont une certaine idée de manière de faire des locaux. Est-ce que vous aussi, il y a je sais pas, des poufs, un baby-foot, un esprit un peu tech, digital? Alors oui, nous on a des locaux, on a des superbes locaux qui sont dans le quartier Confluence. Alors je pense que tout le monde, ça parle à tout le monde, Confluence ici. C'est un quartier qui est en plein développement, c'est un quartier qui est implanté dans son écosystème et notamment dans l'écosystème tech. Les locaux de l'EMI sont situés à côté du lieu totem de la French Tech qui s'appelle H7, qui héberge tout un tas de startups. On a 250 mètres carrés, des salles qui sont aménagées pour être complètement modulables, des salles où nos étudiants peuvent mener leurs projets seuls, en petits groupes, en grands groupes. On est vraiment sur un lieu où les étudiants sont invités très fortement à l'habiter et à se l'approprier. Et il y a beaucoup de techniques. Quel est le dosage entre la technique, le développement, les aspects plus théoriques? Parce que peut-être qu'il y en a qui se disent j'aime pas coder ou j'ai pas envie de faire ça. Est-ce qu'on peut ne pas faire que coder dans ces études? Alors heureusement, nous à l'EMI, vous n'allez pas faire que coder. Le ratio, il n'y a aucun des domaines de spécialité en première et deuxième année qui se détache par rapport à un autre. C'est-à-dire que pour vous aider à faire votre choix, il faut qu'on vous montre chaque domaine de spécialité de la même manière que les autres. Donc si vous n'aimez pas coder, vous ferez du code en première et en deuxième année, mais après déjà, vous ne le poursuivrez pas dans vos études. C'est-à-dire que si vous choisissez de vous spécialiser en marketing, il n'y aura plus de code à partir de la troisième année. Et idem, si vous n'aimez pas le marketing, le but, c'est vraiment d'ouvrir vos horizons et de vous donner la possibilité de faire un vrai choix. Vous parliez de métiers en tension. C'est quoi les différents métiers que vous proposez, auxquels vous formez en tout cas? Alors, on va former des développeurs, alors de tout type, développeurs web, développeurs d'applications mobiles, vous en avez plein vos smartphones. On va former aussi des développeurs en cybersécurité, donc qui vont développer les applications qui vont permettre aux entreprises de protéger leurs données. On va former des chefs de projet, alors surtout dans le marketing digital, donc des gens qui vont s'occuper de toute la stratégie de vente d'une entreprise en ligne. On va former aussi ce qu'on appelle je vais prononcer un gros mot, des designers UX. Alors UX, c'est quoi? Je fais un tout petit aparté. C'est l'expérience utilisateur. Chaque marque va vous proposer une expérience utilisateur différente. Ça peut être des outils, ça peut être un site, ça peut être une application. Et ça peut surtout et aussi être la façon dont ils vont s'adresser à vous. Parce que leur objectif, c'est que vous achetiez leurs produits ou que vous achetiez leurs services. Donc, ils vont penser à des marques que vous connaissez et penser à la façon dont ils s'adressent à vous. Ça peut être des vidéos sur TikTok. Ça peut être la façon dont leur site est organisé. Pensez à ça, et ça, l'expérience utilisateur, c'est ça. Et donc, derrière ça, vous avez des designers, des gens qui travaillent pour fabriquer ça. Donc ça, c'est hyper intéressant. Il y a une expérience d'ailleurs qui est très drôle là-dessus pour bien comprendre ce que c'est l'UX. Il y a un site internet, alors j'ai oublié le nom, qui est développé de la pire des manières qui puisse être. C'est-à-dire qu'il y a une fenêtre qui apparaît et pour fermer la fenêtre, faut appuyer genre en bas à droite au lieu du truc habituel avec la petite flèche et tout. Et ça, c'est assez rigolo. On parlait salaire tout à l'heure. Ça gagne bien dans ces métiers du numérique. Alors ça gagne bien, ça c'est à la fois vrai et à la fois un cliché. En fait, quand on démarre sa carrière, on va être sur des niveaux de salaire qui sont assez classiques en sortie d'études. C'est-à-dire qu'on va être entre 30 et 35 000 à l'année. Alors, ça va dépendre du métier. Là, je suis en train de faire une grosse généralité. Mais en tout cas, il faut vraiment faire tomber ce cliché-là que dès le début, on gagne très, très bien sa vie. On gagne bien sa vie. Par contre, le niveau de salaire avec la spécialisation, parce que forcément, vous allez progresser en expérience, en compétences, donc vous allez vous spécialiser. Les niveaux de salaire ont tendance dans le numérique à augmenter plus vite quand on monte en compétences que dans d'autres secteurs. Et on peut arriver sur des niveaux de rémunération qui deviennent intéressants, 40, 50, 60 000 bruts, évidemment, à l'année. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable à moduler selon le secteur. Des métiers en tension, on le disait en guise de préambule, il y a d'énormes besoins qui arrivent. On l'a vu, ChatGPT, c'est arrivé il y a 1 an, c'est en train de révolutionner. Moi, j'ai un ami qui est devenu formateur ChatGPT, c'est-à-dire qu'il apprend aux gens à bien utiliser ChatGPT et en entreprise, ça peut faire gagner un temps fou. On le voit, on a une technologie qui arrive, qui bouleverse un petit peu tout. Il y a beaucoup de métiers comme ça qui ont des besoins. Dans quelle filière notamment?
Alors aujourd'hui, forcément, la filière, elle a changé. C'est-à-dire qu'avant, on avait des besoins qui étaient répartis de manière globale entre tous les métiers. Là, aujourd'hui, on n'est plus dans une phase où les entreprises, elles connaissent ce qu'on appelle une croissance exponentielle. Ça, c'était jusqu'à la période Covid. Là, aujourd'hui, on est dans une phase où c'est les métiers de pointe qui vont avoir des besoins en recrutement. Vous parliez de l'IA, c'est parfait, intelligence artificielle. Aujourd'hui, on a des besoins aussi dans tout ce qui est cybersécurité, dans tout ce qui va être analyse et gestion des données, ce qu'on appelle le big data. Donc le big data, c'est tout ce qui a trait à la gestion des données en volume, des gros volumes de données. Et on va aussi avoir des besoins sur tout ce qui est objets connectés, ce qu'on appelle l'IoT, l'Internet des objets en français. Donc tout ce qui va avoir trait à... Donc on est vraiment plus sur des... la filière, elle tend à se spécialiser et les besoins en recrutement, ils tendent à se spécialiser. Alors, est-ce qu'on a une petite question, petit à petit. Qu'est-ce que je réfléchis à une question qui est un peu tordue. À quoi il faut pas s'attendre quand on intègre une école comme la vôtre? Qu'est-ce qu'il faut pas avoir? Voilà, si on n'a pas, enfin, si on veut pas être déçu, qu'est-ce qu'il faut pas se dire? Je sais pas, par exemple, on peut se dire, je vais faire, voilà, par exemple, je vais pas coder, je peux de faire du numérique sans coder, voilà, non, il va falloir passer par la cascade. Qu'est-ce qu'il faut pas s'attendre à avoir dans une école du digital? Alors déjà, il ne faut pas s'attendre à être bon dès la première année. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire qu'il va falloir accepter, et tous nos étudiants, ils l'ont, et tous les gens qui travaillent dans le numérique, qui sont habités par ce syndrome-là, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que pendant très longtemps, vous aurez l'impression d'être nul. Mais tout simplement parce que vous allez apprendre un nouveau métier, que c'est un apprentissage qui est difficile, quel qu'il soit, et que vous aurez besoin de temps. Donc déjà, il ne faut pas s'attendre à être bon tout de suite. On parle de langage d'ailleurs. Le code, c'est un langage de programmation, donc on réapprend une langue, quoi. On réapprend une langue, et en plus, on va vraiment vous l'apprendre en ne vous parlant que dans cette langue-là. Donc forcément, quand on apprend une langue étrangère, au début, on ne maîtrise rien. Et en plus, en France, on n'est pas toujours très très bon sur les langues étrangères. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est que justement, il faut accepter d'être débutant, il faut accepter de redémarrer son apprentissage. Il ne faut pas non plus... alors, on parlait des salaires tout à l'heure, il ne faut pas non plus s'attendre à gagner... vous n'allez pas tous gagner 100 K bruts par an, ça c'est clair. Donc il faut vraiment en fait aborder ces métiers-là comme des métiers où il y a un vrai besoin. Et c'est surtout, du coup, aborder ce secteur comme une filière où il y a de la place pour vous. Qui que vous soyez, quel que soit votre parcours avant, il y a de la place pour vous parce qu'aujourd'hui, Guillaume le disait, la filière, il lui manque 100 000 emplois. Je pense que vous représentez ce chiffre-là. Et c'est vraiment ça, quand on parle de tension aujourd'hui sur l'offre, c'est qu'on a beaucoup plus de postes à pourvoir que de personnes en face pour les occuper. Parler des langues, justement, des langues étrangères. Est-ce qu'il est possible de partir à l'international? Est-ce qu'il y a un volet international à l'EMI? Alors ça fait partie des sujets qu'on va aborder, notamment dans les années à venir. Par contre, on encourage aussi nos étudiants à pouvoir avoir des expériences professionnelles à l'étranger par le biais de stages. Parce qu'aujourd'hui, j'allais dire, nos étudiants sont d'une génération qui, de toute façon, va voyager beaucoup plus que les générations précédentes. Donc nous, on les encourage aussi à faire ça. Mais pour l'instant, si la question c'est est-ce qu'ils font une partie de leurs études à l'étranger, la réponse c'est non. D'accord. Donc c'est plutôt ça. Vous restez en tout cas dans la zone. Un autre point, parce que vous dites qu'il n'y a pas de souci sur l'emploi. Il vous parlez d'alternance. On le voit aujourd'hui, on a pas mal d'entreprises qui recrutent en alternance. On a beaucoup de jeunes qui ont le CV sous le bras parce que il fallait trouver l'alternance pour septembre. On est au mois de novembre. Ils n'arrivent pas à trouver. Est-ce que dans le digital, dans le numérique, on a aussi ces problèmes-là, ou est-ce que les alternances, elles se trouvent peut-être plus facilement? Alors il n'y a rien qui est jamais facile. Ça, c'est un mot, quand on est étudiant, qu'on cherche une alternance, il faut bannir le mot facile de son vocabulaire. Parce qu'en fait, ce qui va faire la différence, c'est votre persévérance. C'est le fait que quand vous allez démarcher les entreprises, déjà, vous allez les relancer. Et relancer une entreprise, ce n'est pas une maladie honteuse. Parce que imaginez que pour un même poste, une entreprise, elle va recevoir 100, 200, 300, 1000, 1500 CV. Elle ne va pas avoir le temps de rappeler chacune des personnes qui a envoyé son CV. Donc les gens qui vont faire la différence, c'est les gens qui, eux, vont prendre leur téléphone ou qui vont envoyer un mail, ou qui en tout cas vont faire une démarche supplémentaire après avoir envoyé un CV pour dire « votre entreprise m'intéresse, j'ai envie de travailler avec vous ». Donc non, ce n'est pas plus facile qu'ailleurs. Par contre, les entreprises aujourd'hui, notamment en alternance, elles ont aussi beaucoup de besoins parce qu'elles développent des nouveaux métiers. Cet après-midi, je discutais avec une entreprise sur le salon qui est venue nous chercher en nous disant « nous, on a des besoins, on recrute des alternants, on n'arrive pas à en trouver assez ». Donc on va dire que c'est plus démocratisé, l'alternance dans le numérique. Donc en ce sens-là, ça répond à votre question, c'est peut-être un petit peu plus facile, même si j'aime pas beaucoup ce mot-là,
et ce que ça peut amener derrière. C'est quoi le secteur de la tech qui va être le plus pourvoyeur d'emplois dans les années à venir? C'est quel secteur est un peu le secteur porteur sur lequel il faut miser? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont misé, par exemple, il y a un an et demi, 2 ans sur le métavers. C'est peut-être pas forcément ce qui a le mieux fonctionné. En tout cas, c'est encore au balbutiement. Est-ce qu'il y a des secteurs porteurs ou en tout cas durables? Alors, les secteurs durables, il y en a un qui sera toujours durable et qui est toujours en tête des métiers qui recrutent le plus, c'est le développement. Parce que tant qu'il y aura des applications, tant qu'il y aura des sites internet, il y aura besoin de gens pour les fabriquer. Mais justement, on le voit, on parlait de ChatGPT tout à l'heure. ChatGPT, on peut maintenant lui demander de développer des choses. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi des postes qui vont partir? Alors en fait, ça, on est en train de sortir un peu de ce fantasme-là de l'intelligence artificielle va remplacer les êtres humains, etc. C'est à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, on a toujours cette peur qu'à un moment, l'IA remplace les humains. Sauf que ce qu'il ne faut pas oublier déjà, c'est que les intelligences artificielles, c'est les humains qui les entraînent. Donc forcément, il y a un côté un peu faillible. Et au-delà de ça, en fait, aujourd'hui, on est sorti de l'effet waouh sur les IA, on commence à rentrer dans les applications pratiques et on se rend compte qu'en fait, les IA sont vraiment là pour assister les différents métiers. Et aujourd'hui, un développeur, son métier ne va pas disparaître parce qu'en fait, l'IA va assurer les tâches de base dans le développement d'un site pour lui permettre de se concentrer sur des développements de fonctionnalités de pointe. Et c'est ça aujourd'hui, en fait. Les développeurs, ils manquaient de temps jusqu'à maintenant pour pouvoir développer des sites plus complexes, pour pouvoir proposer une meilleure expérience utilisateur. Là, avec les intelligences artificielles, ils vont pouvoir le faire. D'accord, donc ça c'est intéressant. Est-ce qu'on a des questions qui viennent petit à petit? Sinon c'est ça que ça veut dire que c'est extrêmement clair. Quelles sont les différentes reconnaissances? Que c'est très important aussi. On se demande, voilà, est-ce que c'est un diplôme visé, RNCP, etc. Ça peut plutôt pour les parents. C'est quoi les différentes reconnaissances que vous avez sur les diplômes? Alors nous, ça va être simple, c'est RNCP à tous les étages, en bachelor et en master. Donc RNCP, ça veut dire Répertoire national des certifications professionnelles. Je le dis parce que tout le monde ne le sait pas forcément. On nous a posé la question sur le salon aujourd'hui. Ça veut dire que ce diplôme, il bénéficie d'une reconnaissance par l'État. Et ça veut dire qu'à la fin de votre parcours de 3 ans, vous avez vos 180 crédits ECTS et que vous pouvez envisager n'importe quelle poursuite d'études avec ces 180 crédits ECTS. Ça se passe comment l'insertion professionnelle de vos diplômés? Alors Lyon c'est nouveau, mais dans le réseau national, parisien, ils trouvent facilement? Est-ce qu'ils trouvent parfois même avant la fin des études? Comment ça se passe? Alors on a tous les profils, mais 12 ans d'EMI à Paris, c'est pas anodin. Ça veut dire qu'aujourd'hui on a un réseau d'alumni. Nos alumni, ce sont nos anciens étudiants qui s'est développé et on a créé un cercle vertueux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos anciens étudiants sont maintenant ceux qui vont recruter nos étudiants actuels. Et c'est tout l'enjeu d'une école aujourd'hui dans le digital, c'est justement de pouvoir aussi proposer des sorties à nos propres étudiants, de gens qui sont déjà passés par l'EMI et qui commencent à peupler aussi les différentes entreprises à Paris. Et moi, évidemment, sur Lyon, je vais embrayer de la même manière pour pouvoir proposer aussi cette expérience-là à nos étudiants. Merci beaucoup Naël d'avoir été avec nous. On peut l'applaudir très fort. Merci. Merci beaucoup à tous. Les échanges se prolongent pendant encore une petite... non, il est quelle heure? Il est 16h. Waouh, je suis en décalage horaire. Pendant 2 heures encore, vous pouvez aller le rencontrer sur son salon. Et puis évidemment, vous pouvez vous rendre aux journées portes ouvertes pour découvrir l'école. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont suivi la vidéo. Et à très bientôt pour une nouvelle conférence. Ciao.